Merci d'être avec nous aujourd'hui. J'espère que vous allez vivre d'excellents moments avec des intervenants de haute qualité. Ça va durer assez longtemps, donc peut-être par moment aurez-vous besoin de souffler un peu. Voilà pourquoi il y aura quelques moments de détente dans la journée. En tout cas, merci et j'espère que vous ressortirez encore plus conforté sur l'AVC que vous ne l'étiez avant de nous rejoindre ce matin. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Sans plus tarder, je vous demande d'accueillir le professeur Stéphane Palfi, neurochirurgien au CHU d'Henri Mondor. C'est à Créteil, en région parisienne. Monsieur le professeur, vous êtes le bienvenu ici à Charleville-Mézières. Merci de votre venue. Merci pour l'invitation. Bon, je suis heureux d'être avec vous et pouvoir présenter une partie de notre travail. Donc, effectivement, je suis neurochirurgien. Donc, au quotidien, je vois essentiellement des accidents vasculaires cérébraux hémorragiques liés à des malformations artério-veineuses, hypertension artérielle, des hématomes intracérébraux et aussi, dans quelques cas, la nécessité de faire des craniotomies dans les accidents vasculaires ischémiques. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler recherche, surtout. En effet, à la demande d'un des membres de l'association AVC que j'ai traité, on a pu montrer une efficacité, vous allez voir, dans certains domaines, des séquelles d'une AVC. Donc, je vais construire ma présentation autour de ce cas clinique d'une personne qui est d'ailleurs dans l'assistance. Diapositive. Voici la première diapositive, parce qu'on parle de stimulation cérébrale, et c'est une des premières stimulations cérébrales qui avait été mise en place par Galva, disons la galvanothérapie. Ça servait à faire de la détection, essayer de comprendre comment l'électricité marchait dans notre corps, puisqu'on avait découvert l'électricité depuis peu, et surtout d'essayer aussi de traiter les patients atteints de maladies neurologiques. Et vous voyez ici un patient qui est atteint d'une maladie de Parkinson, qui est dans une cage pour essayer de traiter ses symptômes de maladie de Parkinson. Ça fait quand même un petit peu de temps qu'on avait développé cette thérapie qui a été abandonnée, mais on a maintenant fait des progrès. Suivant. En faisant en fait de la neurochirurgie fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on faisait à l'époque, et on fait toujours d'ailleurs aujourd'hui de différentes manières, des lésions cérébrales qui permettaient de rétablir des fonctionnements des circuits cérébraux. Donc dans les zones profondes du cerveau, ou même en surface, quelquefois, on a découvert fortuitement quand on faisait une lésion de la voie pyramidale, qui permettait d'améliorer les patients qui avaient un syndrome qui ressemblait à une maladie de Parkinson. Donc ça a été l'avènement du seul traitement en fait, des maladies neurologiques au début du siècle dernier et pendant une grande partie avant l'arrivée des médicaments. Diapositive suivant. La stimulation cérébrale ensuite s'est développée au-delà de Galva, la galvanothérapie, et c'est un Français qui a développé cette technique qui consiste à implanter des électrodes profondément dans le cerveau ou en surface, qui permet de rétablir des fonctionnements de circuits neuronaux, moteurs, associatifs, ou bien des voies limbiques. Donc cette translation en fait d'un concept qui a été montré un peu par hasard d'ailleurs, c'est une découverte un peu par hasard, on ne connaît pas exactement encore aujourd'hui le mécanisme, a permis de traiter des maladies et des symptômes de maladies neurologiques. Diapositive suivant. C'est M. Benabid qui l'a développé avec une électrode qui est indiquée comme ici. La première stimulation qui a permis de montrer de l'efficacité, c'est sur le tremblement, avec un effet on-off extrêmement important. Donc, diapositive suivant. Par exemple, c'est une vidéo d'un patient atteint d'une maladie de Parkinson avec une forme tremblante importante. Donc, quand il se met lui-même en arrêt, la stimulation, vous avez passé un peu trop vite. Vous pouvez revenir? Voilà.
Donc ça, c'est un autre patient qui a une dystonie à droite, sans stimulation. Vous voyez qu'il a des mouvements anormaux extrêmement importants. Et quand on la met en on, diapositive suivante. Oui, l'autre. Quand on met en marche le stimulateur quelques mois après. Non, c'est l'autre à gauche. L'autre à gauche. Cliquez sur l'autre à gauche. À droite. Eh bien, les mouvements anormaux sont complètement rétablis. Donc, il y a vraiment un phénomène qui se produit. C'est vrai que c'est une stimulation cérébrale profonde. Là, c'était le premier patient. Pas très pratique de ne pas pouvoir contrôler les vidéos. Donc, ce patient, vous voyez qu'il il se met en off et d'un seul coup, il a un tremblement très important avec des symptômes de maladie de Parkinson. Donc, c'est un effet assez immédiat pour le tremblement, un peu moins pour la kinésie ou un temps de latence. Ça, c'est important pour la suite de ma présentation, vous allez voir. Et puis, quand il se remet en on, le tremblement cesse immédiatement. Voilà. Il s'est mis en on et vous voyez que ça stoppe immédiatement. Diapositive suivante. Voilà, suivante. Vous faites... Mettez en marche la deuxième vidéo, s'il vous plaît. Voilà. Donc la deuxième vidéo montre le patient stimulé, exactement le même patient, quelques mois après. Et vous voyez qu'il y a les mouvements dystoniques qui sont douloureux également, sont complètement rétablis après la mise en route de la stimulation. Alors ça marche dans des dystonies génétiques, essentiellement, un peu moins dans les dystonies secondaires, mais on verra que ce n'est pas tout à fait vrai. Diapositive suivante. Donc, on ne sait pas exactement comment ça marche. C'était un peu empirique, c'est une découverte, et ça n'a pas été un processus de développement de neurosciences, de neurobiologie de laboratoire qui a été transféré en clinique. Ça a été des démonstrations de découverte de patients qui ont eu ces bénéfices. Et ensuite, maintenant, on essaye de comprendre comment ça peut fonctionner pour améliorer la technologie. Donc, on pense que la stimulation, même si elle est profonde, elle n'est pas forcément efficace à l'endroit où on stimule. C'est peut-être des afférences ou des efférences dans le cerveau qui sont affectées par la stimulation et qui permettent de restaurer l'ensemble de la circuiterie motrice ou cognitive ou bien limbique. Diapositive suivante. Par exemple, dans la maladie de Parkinson, on s'est rendu compte que quand on stimulait profondément dans le cerveau, eh bien, on modifiait l'activité du cortex cérébral et du cortex moteur en particulier. C'est extrêmement évident en faisant des études de métabolisme ou des études de débit sanguin cérébral en utilisant le PET scan. Diapositive suivante. Donc, sur la base de cette observation, nous avons étudié chez des animaux, enfin là c'est un babouin, qui a des symptômes parkinsoniens, vous voyez, en off, et il a une stimulation corticale. Et quand on lui branche la stimulation corticale, vous voyez qu'il peut bouger, grimper et avoir une activité quasi normale. Et pourtant, c'est une stimulation de surface, c'est plus la stimulation profonde que je vous avais décrit plus tôt. Donc il y a bien un phénomène qui se produit entre ces deux aspects, cortex et zone profonde du cerveau, les ganglions de la base. Diapositive suivante. Et quand on analyse les activités cérébrales au niveau du cortex, au niveau des ganglions de la base, donc le noyau thalamique d'un côté, le globus pallidus de l'autre, différents noyaux, différents circuits, on se rend compte que les deux zones, de surface et profonde, sont synchronisées et anormalement synchronisées. Ce qui conduit à des mouvements plus lents, des difficultés à initier des mouvements, puisqu'on n'arrive pas à mobiliser les neurones corticaux pour les mettre en route pour les mouvements. Donc l'idée, c'est que la stimulation, que ça soit profonde ou bien corticale, désynchronise le système, le met en plus réceptif pour faire l'initiation du mouvement
et débuter son fonctionnement. Diapositive suivante. C'est pour cette raison qu'il y a eu des études cliniques qui ont été réalisées dans différentes pathologies, la douleur, la maladie de Parkinson, de la stimulation corticale, puisque c'est une stimulation qui est moins invasive. Hein. On met une électrode pas dans le cerveau, mais en épidurale, en regard de zones éloquentes, justement. Par exemple, ici, c'est le cortex moteur primaire, à cheval aussi sur le cortex sensitif primaire. Diapositive suivante. Cette technique chirurgicale est assez simple, elle est en plus aidée par les nouvelles technologies d'augmentation de la réalité, avec des IRM, avec des imageries fonctionnelles suivantes, que vous pouvez voir ici. Là, on peut très bien identifier la voie pyramidale, par exemple, le cortex moteur. Diapositive suivante. Donc ça permet de guider le chirurgien, alors qu'il ne voit pas le cortex, pour placer les électrodes exactement où il faut. Donc les électrodes, diapositive suivante, utilisées sont des électrodes plaques, qui sont d'ailleurs utilisées pour la stimulation médulaire dans le cas des douleurs. Il n'y a pas aujourd'hui encore de sociétés qui ont développé des électrodes spécifiques pour le cortex, alors que ça serait nécessaire, puisqu'elles n'ont pas du tout la même forme d'un individu à l'autre d'ailleurs, ou en tout cas entre le cortex moteur et la moelle épinière. Diapositive suivante. Il a été nécessaire donc de faire aussi de l'électrophysiologie pour bien démontrer, en plus de l'imagerie, que l'on est bien placé à l'endroit où il faut pour faire la stimulation épidurale. Diapositive suivante. Avec cette technique, on a essayé de démontrer que ça avait une efficacité sur les douleurs. Et en particulier, donc ça c'est un sous-groupe de patients qui a été opéré, 150 patients ont été opérés dans une étude randomisée. Et le sous-groupe de patients opérés, dont certains ont des accidents vasculaires cérébraux hémorragiques ou ischémiques d'ailleurs, et qui souffrent de douleurs neuropathiques. Donc nous avons eu la possibilité de diminuer les douleurs neuropathiques de ces patients, les douleurs chroniques, en particulier les patients qui ont des AVC au niveau du thalamus. Ça donne des douleurs très importantes, permanentes, très difficiles à traiter par des médicaments ou des médicaments qui induisent des effets indésirables et un inconfort très important aux patients. Donc les résultats sont quand même pas aussi bons, pas homogènes. Voilà, je pense que c'est le meilleur terme. Et on essaye maintenant de comprendre et on essaye également de développer soit des nouveaux dispositifs, des nouveaux modes de stimulation, ou bien de mieux sélectionner les patients pour pouvoir avoir un résultat beaucoup plus homogène entre les patients. Donc là, c'est une autre observation qui a été faite chez une patiente qui avait des douleurs neuropathiques et une stimulation corticale. Alors elle a un tremblement très très sévère. Et dès qu'on met en route la stimulation corticale, on s'est rendu compte que le tremblement, vous voyez, s'est arrêté. Donc c'était un phénomène, une des patientes qui a été inclue dans cette étude de 150 patients. Et on a donc découvert des cas cliniques comme ça qui sont intéressants parce que ça permet de chercher plus loin dans l'efficacité et pourquoi ce patient répond de cette manière-là, parce que l'électrode est placée de telle ou telle manière ou parce qu'elle a un sous-type de tremblement qui répond. Donc vous voyez, quand on arrête la stimulation, le tremblement revient immédiatement. Cet effet est stable dans le temps. Ça fait plus de 15 ans qu'elle a été opérée, elle a toujours la même efficacité sur le tremblement. Diapositive suivante. On a également montré chez un des patients dans l'assistance, un patient, alors allez-y, les mains. Donc il y a des dystonies, donc il a eu un accident vasculaire cérébral à l'âge de 5 ans et a présenté une hémidystonie douloureuse avec plusieurs composantes, des dystonies avec des petits mouvements anormaux, vous pouvez le voir sur les doigts, des mouvements un petit peu plus lents, plus proximaux, au niveau de la hanche, au niveau de l'épaule. Et ces mouvements, bien entendu, sont très douloureux. Donc, il y avait un traitement très lourd, avec des doses très importantes de Rivotril, un inconfort extrêmement important. Et bien, après stimulation corticale, non seulement nous avons pu améliorer les douleurs, on pourra en témoigner, au quotidien, il n'y a presque plus de douleur, une réduction du traitement de 24 mg de Rivotril à 2 mg de Rivotril par jour,
Ça fait, peut-être une bêtise, ça fait 10 ans, voilà, 10 ans que ça dure. Et il s'améliore de jour en jour avec la stimulation corticale. Et ses mouvements normaux s'améliorent également. Vous voyez ici, ces mouvements dystoniques, ça marche, ça améliore considérablement. Et là, c'est une vidéo qui a été faite 1 an après la chirurgie. Aujourd'hui, à 10 ans, il est encore plus amélioré sur la marche. Donc il y a un phénomène qui se produit de plasticité corticale, ou neuronale en tout cas, qu'il faudrait étudier et essayer d'explorer pour justement réparer et améliorer les déficits, même si on n'a pas réussi à prévenir les déficits induits par un AVC. Diapositive suivante. Qu'en est-il des études qui ont été faites de stimulation corticale chez des patients qui ont des AVC? Donc il y a eu des études qui ont été faites, il y en a une qui est très connue, diapositive suivante, qui s'appelle Everest, qui a été publiée en 2016. Donc ils ont appliqué la stimulation épidurale, comme celle que je vous ai décrite, au niveau du cortex moteur chez des patients qui ont eu des AVC ischémiques et avec un déficit hémiparétique prédominant au membre supérieur. Ils ont montré des résultats un petit peu mitigés, pas de différence significative, vous voyez, à 12 semaines. En revanche, à 24 semaines, on voit une différence significative se dessiner. C'est quand même un petit peu dissocié, c'est pas aussi encourageant que ça. Donc, on est allé plus loin. On s'est dit aussi, pourquoi? Est-ce que les patients ont été bien sélectionnés? Est-ce que la technique est suffisante? Est-ce que les dispositifs sont capables d'induire un effet moteur? En tout cas, il y a quelques patients qui ont eu un effet extrêmement important. L'idée, c'est de faire la stimulation et de faire une rééducation en même temps pour améliorer l'effet moteur. Moi, j'ai observé chez des patients qui ont des AVC, qui ont été traités dans la cohorte des 150 patients, qu'ils s'amélioraient aussi sur le plan moteur. En même temps, ils faisaient la rééducation et la stimulation corticale. Alors peut-être que l'on booste finalement la plasticité neuronale, ce qui permet d'améliorer encore plus la rééducation et la réhabilitation. Diapositive suivante. Par exemple, on a clairement montré que la stimulation, alors une stimulation invasive ou non invasive, hein, on parle de la stimulation épidurale ou la stimulation transcrânienne directe, continue, anodale, permet d'augmenter d'une manière significative par rapport à des contrôles le débit sanguin cérébral dans les régions corticales et sous-corticales. Ça a été clairement démontré. Diapositive suivante. Il a également été démontré un phénomène important, c'est les basses fréquences, les oscillations de basse fréquence qui sont autour de l'accident ischémique, par exemple. Les oscillations de basse fréquence sont importantes pour déclencher les mouvements, aider à la réalisation d'un mouvement au niveau du cortex. Et il a été donc démontré par cette équipe et publié récemment que ces oscillations de basse fréquence diminuent après un AVC. Et on a l'impression que ces oscillations de basse fréquence seraient peut-être un moyen, si elles sont détectées, d'ajuster la stimulation. Peut-être que la stimulation qu'on utilisait avant était un peu trop tonique, un peu trop régulière, ne correspondait pas à la mise en route d'un mouvement. Et peut-être qu'il faudrait adapter la stimulation lorsque le patient désire mettre en route un mouvement, justement la mettre à ce moment-là, l'enclencher à ce moment-là. Donc être beaucoup plus fin dans l'apport de la stimulation corticale chez ces patients. Diapositive suivante. Dans des modèles rongeurs, il a été montré aussi que dans les modèles rongeurs d'ischémie, il y a une diminution de ces basses fréquences, d'oscillations basse fréquence, diapositive suivante, et que ces oscillations de basse fréquence étaient améliorées, augmentées après stimulation du cortex. Diapositive suivante, avec un effet également, bon, on voit ici, un effet sur le comportement moteur en stimulation on par rapport à stimulation off. Il y a donc des procédés qui permettraient de modifier ces oscillations dès que le patient souhaite faire un mouvement. Donc en plus, c'est moins invasif une électrode implantée. Ça peut être très très important de le réaliser pour faciliter la rééducation.
Alors après, on est allé, nous, un peu plus loin pour essayer de comprendre comment fonctionnent ces stimulations corticales, comment on peut restaurer la normalité des circuits entre le cortex et les ganglions de la base. Donc on a utilisé une nouvelle technique qui s'appelle l'optogénétique. Donc c'est un moyen qui permet d'introduire un gène qui exprime un canal ionique. Ça peut être le sodium, le chlore, le potassium. Et ce canal ionique s'ouvre avec la lumière. Donc les neurones sont génétiquement modifiés par un vecteur viral. Et quand on applique la lumière, on active les neurones ou on les inhibe en fonction du canal qui a été introduit dans le neurone. Et ça, c'est important parce que ça permet de mieux étudier avec beaucoup plus de précision que la stimulation électrique les phénomènes qui se produisent entre neurones dans les circuits neuronaux, entre le cortex et les ganglions de la base. Diapositive suivante. En effet, suivante, il a été montré, par exemple, et bon, ce n'était pas une surprise pour nous, parce qu'on l'avait pu démontrer avec l'électricité, vous l'avez vu dans un modèle babouin de maladie de Parkinson, il a été montré chez la souris que la stimulation cérébrale profonde, alors qu'on pensait que c'était une inhibition du noyau thalamique, hein, on a toujours pensé ça depuis le départ, en fait, on a l'impression qu'en fait, on modifie l'activité des neurones du cortex qui ont des afférences vers le noyau thalamique. Donc ce sont la stimulation au niveau du noyau thalamique qui active les afférences corticales pour avoir un effet. Donc pour ça, ils ont utilisé l'optogénétique comme technique qui permet bien de démontrer que si on allume, donc les neurones, vous voyez, en bleu, cortico-sous-thalamiques sont génétiquement modifiés. Si on allume, on fait une stimulation lumineuse sur le bleu au niveau du noyau thalamique, on a un effet moteur. Si de ces afférences, uniquement ces afférences, si on modifie génétiquement les neurones du noyau thalamique, on n'a rien. Il ne se passe rien. Uniquement les afférences corticales. Et si on éclaire le cortex, c'est la même chose. Vous avez le même effet clinique. Ça veut bien dire que ce sont vraiment ces afférences-là. Hein, donc à la place de l'avoir démontré avec l'électricité, on l'a démontré avec la lumière. Diapositive suivante. Le problème, c'est de le transférer chez le gros animal. Et après chez l'homme, évidemment. Donc c'est un gros challenge, parce que quand on injecte directement un vecteur viral au niveau du cortex pour justement ces neurones puissent exprimer le canal et réagir à la lumière, c'est très invasif. C'est pas aussi exhaustif, hein, parce que le cortex, on n'en voit qu'un tiers, en fait, les 2 tiers du cortex sont masqués dans les sillons. Et donc, il n'est pas pensable de pouvoir l'appliquer ou pouvoir mieux comprendre, en tout cas chez le gros animal, le gros cerveau, les phénomènes que l'on retrouve chez le rongeur. Donc l'idée que l'on a eue, c'était de s'adresser, comme pour la simulation, à une zone de convergence. Diapositive suivante. Voilà, la suivante. La zone de convergence. Donc on va injecter un vecteur viral au niveau du noyau thalamique, qui est une zone de convergence des neurones qui viennent du cortex vers le noyau thalamique et qui ont besoin d'être stimulés pour justement induire un effet moteur. Et donc, pour cela, on a construit, allez-y, il y a une animation, on a construit un vecteur viral spécifique avec une glycoprotéine de la rage qui est mis sur, c'est pas juste la glycoprotéine, sur l'enveloppe, c'est une construction du virus. Hein, c'est pas le virus de la rage, mais c'est la propriété de transport rétrograde qui est assez remarquable dans le virus de la rage, que l'on prend juste la petite propriété. Et donc, quand on l'insère dans le noyau thalamique, elle exprime une opsine, donc un canal, et ensuite il va s'exprimer sur toutes les afférences et le cortex, et de manière exhaustive. Diapositive suivante. Et ensuite, on éclaire bien sûr le cortex ou le noyau thalamique. Donc ça a été réalisé chez des animaux avec des macaques. Donc l'injection au niveau du noyau thalamique. Ensuite, on a pu éclairer le cortex et les noyaux en profondeur. Diapositive suivante. On a pu montrer que quand on injecte ce vecteur
profondément dans le noyau thalamique, vous voyez ici les neurones, les afférences du noyau thalamique sont bien visibles, et les neurones également au niveau du cortex, et seulement la couche 5. Ce qui est très important, c'est-à-dire que quand on va illuminer le cortex, on va activer seulement la couche 5. Si on mettait l'électricité sur le cortex, eh bien on active la couche 1, 2, 3, 4, 5. Et là, c'est un problème. Ça peut déjà créer des épilepsies, éventuellement, si c'est très fort. Et en plus, ça va faire en fait un bruit très important et être pas assez efficace et spécifique. Là, c'est uniquement la couche 5. Uniquement les afférences du cortex vers le noyau thalamique. Diapositive suivante. Donc ça, on l'a bien démontré, c'est l'ensemble en plus du cortex. Et ça, c'est un moteur. On ne peut pas imaginer injecter un vecteur dans la partie interne, c'est trop dangereux et donc trop traumatique. Donc là, c'est vraiment l'ensemble, en injectant une toute petite quantité en plus au niveau du noyau thalamique, on arrive à couvrir l'ensemble du cortex moteur. Diapositive suivante. Et en éclairant aussi bien le cortex que les afférences au niveau du noyau thalamique, eh bien, on a une efficacité électrophysiologique. On a montré, diapositive suivante, on a vraiment montré que uniquement la couche 5 répondait. On avait une action au niveau du noyau thalamique qui était la même qu'au niveau du cortex. Donc on a vraiment une action sur les deux parties du cerveau, en surface et en profondeur. Diapositive suivante. Donc c'est vraiment un projet que l'on poursuit pour réparer finalement les déficits induits par les AVC. On est tout à fait d'accord qu'il faut prévenir, bien entendu, en premier tout AVC. Il faut avoir tous les circuits patients efficaces pour les prévenir au maximum, mais quelquefois on ne parvient pas à le faire pour plein de raisons diverses et variées. Et à ce moment-là, il faut vraiment faire de la recherche pour essayer de réparer ce qui a été perdu. Donc réparer par la plasticité neuronale, c'est une voie dont je vous ai parlé, l'exstabilité corticale, l'amélioration de la rééducation, ou bien éventuellement réparer par des greffes neuronales. C'est aussi envisagé, j'aurais pu vous présenter cela aussi. C'est un élément important. Réparer les douleurs par la stimulation corticale, comme le patient qui est ici. Réparer les déficits moteurs ou les mouvements anormaux qui sont induits par l'AVC. Voilà, j'ai terminé et j'attends vos questions. Merci. Avant les questions de la salle, juste quelques précisions pour ceux qui nous écoutent dans la salle d'à côté et ceux qui regardent le direct. Conformément à vos souhaits, docteur, nous avons exclusivement focalisé le plan serré sur vous et nous n'avons pas diffusé vos vidéos. C'est juste des excuses pour ceux qui nous regardent en direct ou pour les étudiants et ceux qui nous regardent à côté. On a donc respecté votre cahier des charges. Bien sûr, pour les autres exposés, nous diffuserons l'intégralité dans la salle à côté et sur le live de vos PowerPoint. Merci beaucoup à vous, monsieur le professeur. S'il y a des questions dans la salle, levez la main. Je vous jure, je me jetterai vers vous. Voilà. Madame, avec le micro, s'il vous plaît, pour que tout le monde entende bien. Non, je voudrais simplement, si vous le permettez, que Philippe s'approche de vous, parce que c'est pour nous, c'est une réussite tellement belle que, Philippe, si tu en es d'accord. C'est la personne que vous avez vue quand même en image. Est-ce que vous acceptez, monsieur, le direct là? Ça ne vous pose pas de problème? Alors, on y va, on peut cadrer, monsieur. Oui, donc bonjour, je vous présente. Attendez, on va vous donner un micro. Bougez pas, je vais vous donner le mien, monsieur. Oui, bonjour monsieur, dame, je me présente, donc je m'appelle Philippe et je suis président d'une antenne dans les Landes, France AVC 40, donc plus près de l'Espagne que de la Belgique, bien sûr. Et donc j'ai été soigné par le professeur Palfi. Et effectivement, quand je suis arrivé chez lui, j'étais à 24 mg de Rivotril, comme il l'a dit dans son discours. Ce qui est énorme, c'est des doses de cheval, hein, ça vous met KO, il n'y avait rien à faire, il n'y avait plus rien à faire. Mon temps de marche était diminué à 200 mètres, il y avait plein de choses que je ne pouvais plus faire. Mon activité professionnelle, j'ai été obligé d'arrêter. Donc j'ai fait cet AVC, donc à l'époque on ne savait pas, mais j'ai fait cet accident vasculaire cérébral, entre autres une dissection carotidienne, dans l'enfance. Donc à 5 ans, mais en 72, on ne savait pas que c'était une dissection carotidienne, puisqu'il n'y avait pas d'IRM ni de scanner.
Donc, je l'ai su beaucoup plus tard. Mais dans les années 85-86, moi, je travaillais. Je n'avais pas le temps de m'occuper de ma santé. Donc, c'est vraiment quand j'étais atteint de dystonie et que je ne pouvais plus marcher que j'ai décidé de me prendre en main et de me soigner. Et on m'a conseillé le professeur Palfi. Il m'a implanté et c'est un résultat. Je n'ai pas la télécommande, je ne peux pas vous le faire voir en live. Ce n'est pas aussi rapide que pour Parkinson. Mais moi, il m'arrive que ça, malheureusement, moins maintenant parce qu'on a débranché les champs magnétiques. Hein. Et il m'arrive des fois que la pile s'arrête, donc j'ai une télécommande, je me remets en route, mais ça commence toujours par des céphalées énormes, et après j'arrive à plus me servir de ma main, alors que ma main, je peux m'en servir pour tenir le micro, chose que je ne pouvais pas faire autrement, quoi. Donc il y a beaucoup de choses au niveau de la motricité que j'ai récupérées, la marche, la parole, le bras. Ça, c'est des choses, je peux conduire, je fais de la moto, je fais de la planche à voile, je fais tout ce que je peux faire pour me casser encore plus. Mais ça, je le fais, mais au moins je vis. Voilà, ça m'a permis de revivre, de redonner un sens à ma vie. Je suis marié, j'ai 2 enfants, voilà. Merci Philippe. Et je remercie le professeur Palfi parce que c'est vrai que ce qu'il a fait, c'est très bien. Pour moi, ça a été une réussite et je suis content qu'on puisse le faire savoir. Et si vraiment on pouvait en faire bénéficier d'autres personnes, des jeunes en particulier, puisque c'est quand même assez lourd, comme il y a eu beaucoup d'interventions avant, il y a eu des neurectomies, il y a eu beaucoup de choses à faire pour pouvoir distendre un petit peu tous les gros orteils, les palmaires. Donc il a fallu faire des sections définitives de ces petits muscles qui font bouger des orteils mais c'est énorme comment ça peut vous redonner une patate et une envie de vivre. Merci. Merci, docteur. Vous avez été tellement précis qu'on a envie de vous appeler docteur. Merci à vous. Ça va aller? Oui? Ok. D'autres questions, peut-être, si vous l'acceptez, monsieur le professeur, ou pas? Oui. Vous êtes impressionné à ce point que vous n'avez pas de questions à se poser? Ça peut se comprendre, d'ailleurs. Oui, monsieur, bien sûr. Oui, j'ai oublié. Petite présentation pour chacun avant les questions. Comme on se l'était dit, c'est plus sympa. On n'est pas sur les réseaux sociaux, là. On est en vrai. Professeur Giroux, neurologue à Dijon, merci pour votre exposé fantastique qui redonne espoir aux Parkinson, on l'a vu, aux patients douloureux, mais aussi à nos hémiplégiques post-AVC. Et c'est là que véritablement le message qu'on entend aujourd'hui est remarquable pour l'association des patients qu'il faudra diffuser. Alors, ma question, on a vu récemment à la télévision le professeur Benhabib nous montrer les résultats de l'exosquelette et puis de la stimulation périmédulaire. Comment est-ce qu'on peut éventuellement généraliser ce type de technique à partir de 2020 Comment vous voyez l'avenir? Oui, donc il y a 2 choses. Il y a la stimulation médulaire, donc ça a été un travail des Suisses par un Français qui s'est exilé en Suisse. Monsieur Courtine, qui a effectivement montré que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, et d'ailleurs c'est pas très loin de ce que je viens de présenter. Donc en stimulant la moelle épinière, les cordons postérieurs qui sont sensitifs, il a pu faire marcher à nouveau des paraplégiques qui étaient dans un fauteuil roulant, qui ne marchaient plus du tout, avec une lésion partielle de la moelle, pas complète. Pourquoi? Parce que les cordons postérieurs avaient encore une activité. Et ce qui est assez étonnant dans cette expérience, c'est premièrement, il faisait une stimulation en même temps une rééducation. Beaucoup de dispositifs ont été inventés pour faciliter la rééducation. Et au fur et à mesure, le patient s'enclenche la stimulation pour pouvoir marcher. Donc, il retrouvait une masse musculaire, il retrouvait une autonomie. Et même plus tard, il n'avait plus besoin de stimulation pour marcher. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une plasticité neuronale qui s'est construite, même dans la moelle épinière, et qui a permis une marche par le patient. Alors, je pense qu'ils ont encore fait plus de progrès, ces patients-là. Mais ce qui est important, c'est que les voies sensitives qui étaient stimulées sont devenues des voies motrices volontaires. Vous vous rendez compte? C'est difficile pour un anatomiste ou un neurologue ou un neurochirurgien, c'est difficile à admettre, mais c'est le cas.
Donc il y a vraiment une plasticité très très importante. L'électricité, visiblement, active cette plasticité en même temps que la rééducation. Donc ça va vraiment dans le sens de ce que je viens de vous présenter. Concernant l'expérience menée par M. Ben Abid, là il s'agit de patients qui ont une tétraplégie complète, avec une section complète de la moelle épinière. Et ils ont effectivement un exosquelette qu'il a construit avec une détection corticale qui permet donc de commander cet exosquelette. Donc, par la pensée. Donc, c'est une preuve de concept extrêmement importante. On n'en est pas encore au bout parce que l'exosquelette est quand même assez lourd. Il y a le problème de chute, les problèmes d'équilibre, des problèmes très très importants aussi. Le patient il ne marche pas du tout, évidemment. C'est un patient tétraplégique. Mais il a pu quand même démontrer qu'il pouvait détecter des signaux dans le cortex pour pouvoir, après, activer quelque chose de constructif, puisqu'il s'agit de mouvements de membres supérieurs, par exemple, et de la marche par un dispositif motorisé. Donc c'est un progrès médical important, mais il faut poursuivre, il faut beaucoup encore de recherche pour sécuriser, pour améliorer. Voilà. Et ce qu'il faut dire aussi, encore une fois, c'est que le patient en question, qui a été au centre de cette expérimentation, a fait beaucoup de rééducation, d'entraînement pour pouvoir justement contrôler au mieux cet exosquelette. Donc, à chaque fois, vous voyez, c'est l'association rééducation et stimulation par un dispositif. Voilà. Merci. Simplement parce que pour le grand public, vous donnez beaucoup d'espoir aux personnes qui ont un handicap dû à l'AVC. Est-ce que vous pouvez procéder à cette opération, on va dire, à tous les patients qui ont un gros handicap ou pas? Il y a sûrement... vous sélectionnez, vous ne pouvez pas le faire à tout le monde. Vous parlez d'estimation du cortex? Oui. Non, l'estimation du cortex, c'est ce que je vous ai présenté, c'est dans le cadre d'une étude biomédicale. Je ne peux pas opérer un patient en soins courants avec une estimation du cortex. Donc il faut que ça soit une étude biomédicale enregistrée à la NSM pour pouvoir le faire. Pour le moment, ce n'est pas remboursé, ce n'est pas du soin courant. C'est encore de la recherche. Voilà. Je ne peux pas l'offrir comme ça tous les jours, quotidiennement. Il faut une étude biomédicale. Merci beaucoup à vous, professeur Palfi. Merci beaucoup.